Dans l'intro, je vous parlais de cette phrase de John Lennon qui dit « La vie, c'est ce qui vous arrive quand vous êtes occupé à faire d'autres plans ». Et c'est exactement ce qui est arrivé à notre dernier invité. Il s'est lancé lui aussi sur les routes de France comme notre premier invité. Il avait un projet en tête et puis un événement inattendu lui est tombé dessus et ça n'a pas seulement chamboulé ses plans, ça a chamboulé aussi sa vie. Il va venir nous en parler. Merci d'applaudir Henri. J'enlève le micro parce que j'aime bien bouger. Bonsoir tout le monde. Alors effectivement, vous avez peut-être vu ma tête dans l'actualité nationale il y a un peu moins d'un an, 10 mois à peu près, en juin 2023. Alors je vais revenir sur cette histoire, mais l'origine de tout ça, c'est qu'effectivement, comme Corentin, je me suis lancé dans une grande aventure à pied en stop à travers toute la France. Je voulais faire un tour des cathédrales de France. Alors est-ce que vous savez combien il y a de cathédrales en France ? Peut-être que ça vous parle. On en a. Alors, Mathieu Lours, qui est le spécialisé cathédrale, en compte 176. J'en ai compté 180. Donc, ça fait un sacré paquet. Une cathédrale, c'est une église, une grosse église, dans laquelle il y a la cathèdre, d'où le mot cathédrale. Et la cathèdre, c'est le siège de l'évêque qui représente son pouvoir spirituel et autrefois aussi temporel. Donc voilà, l'histoire de France est très riche, très longue, donc on a 180 cathédrales, et moi je voulais faire ce tour de France des cathédrales pour les découvrir. C'est une idée qui m'est venue, on va dire, à la fin du lycée, et c'est pas du tout j'ai la foi, mais c'est pas du tout dans une démarche religieuse que je voulais faire ça, c'est vraiment dans une démarche d'aventure. Je me suis dit, j'ai envie de découvrir la France, j'ai envie de découvrir les Français, j'ai envie de découvrir la beauté de mon pays, et il me faut un prétexte pour faire cette grande aventure, et je savais qu'on avait des cathédrales, énormément de cathédrales en France et disséminées de façon égale un peu sur le territoire français. Donc voilà, c'était mon prétexte. Et puis, pendant mes études, il y a eu l'incendie de Notre-Dame de Paris. Vous êtes parisien, comme tout le monde, comme vous tous, j'ai beaucoup pleuré ce soir-là et j'ai intimement fait l'expérience de quand on perd, quand il semble qu'on va perdre quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, et bien en fait, on goûte tout le trésor de ce que c'est, et on a envie, enfin moi c'est ce qui s'est passé dans mon cœur à ce moment-là, c'est que j'ai eu un envie très fort de leur rendre un hommage. Donc l'idée folle de faire un tour de France des cathédrales, à ce moment-là, je me suis dit finalement, c'est peut-être pas une idée folle, c'est peut-être quelque chose de très concret que je veux réaliser. Donc je me suis lancé dans ce tour j'ai 25 ans, je me suis lancé dans ce tour de France des cathédrales à la sortie de mes études, pardon. Donc j'ai terminé mes études en octobre 2022 et je suis parti le 25 mars 2023. Donc il y a eu suffisamment de temps pour être au chômage et se faire virer des listes d'indemnisation, puisque Pôle emploi, c'est compliqué de discuter avec eux. Et donc voilà, donc je suis vraiment parti en plus dans cette démarche de mendier mon logement et forcément mes dîners. J'avais quand même un peu de sous de côté pour pouvoir me payer les déjeuners. Je ne vais pas être complètement dans une démarche de totale mendicité, mais je me suis dit, pour découvrir un pays dans sa profondeur, il faut rencontrer ses habitants. Et un bon prétexte pour rencontrer les habitants, et ben, c'est de demander à dormir chez eux. Donc voilà, je suis vraiment parti dans cette optique-là de vivre une grande aventure, découvrir la beauté d'un patrimoine et le transmettre. Je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Donc je suis parti du cœur de la Provence, je suis descendu jusqu'à Béziers, j'ai remonté toute la côte méditerranéenne, toutes les Alpes, un détour par la vallée du Rhône jusqu'à arriver à Annecy. Alors là, Annecy, vous vous en souvenez peut-être, l'attaque au couteau de juin 2023. Et ben, ce matin-là, j'étais sur les bords du lac d'Annecy. Je quittais donc un oncle et une tante qui vivent là-bas et pour me diriger, enfin pour traverser la ville de nouveau et me diriger vers l'autoroute pour recommencer à faire du stop jusqu'à la prochaine cathédrale. Et puis, donc je traverse. Est-ce que vous connaissez un peu Annecy? Donc c'est une magnifique ville sur les bords du lac d'Annecy, très paisible. Hein. Les gens qui vivent là-bas, c'est plutôt des frontaliers, donc des gens qui vivent en Suisse avec les salaires qui vont bien. Donc on va dire une jolie ville assez paisible avec des beaux moyens et donc aussi beaucoup de familles. Et donc vous voyez ce grand parc qu'on appelle le Paquier, qui est le long du lac d'Annecy, assez grand et qui est vraiment aussi un peu au cœur de la ville. Donc je traverse ce parc-là, et puis il y a un square qui s'appelle le square des Pirates, où il y avait des enfants qui jouaient. Et j'entends tout d'un coup des grands cris, et je vois un espèce de grand escogriffe qui crie des choses. D'ailleurs, je ne comprends pas tout de suite d'ailleurs ce qu'il crie.
Et au début, je pense que c'est un vol de téléphone, un vol à l'arraché. Sauf qu'en fait, après, je comprends, quand je regarde légèrement sur la gauche, une poussette avec une maman en pleurs qui commence à attraper son enfant, elle serre très fort contre elle. Et en fait, je re-regarde le gars et je me rends compte que c'est pas un téléphone qu'il a dans la main, c'est un couteau de 20 cm de long. Dans sa main gauche, un crucifix, et sur la tête, un kéfé. Donc je me dis, ce type est bizarre, puisque le kéfé, c'est une coiffe que les chrétiens d'Orient ne portent jamais. C'est une coiffe qui est plutôt culturellement attribuée aux musulmans. Et pourtant, il crie In the name of Jesus Christ en brandissant un crucifix. Et puis, il court vers ce fameux square aux pirates et il commence à taper les enfants dans les poussettes et sur les jeux. Moi, à ce moment-là, il y a une demi-seconde, il faut qu'il se passe quelque chose. On a 3 possibilités, à vrai dire. Il faut poser un choix en une fraction de seconde. Les choix, c'est quoi? C'est je fuis, je filme ou j'agis. Vous ne m'entendrez jamais critiquer ou porter le blâme sur les différentes réactions qu'on peut avoir à ce moment-là. Filmer, pour moi, est tout aussi légitime que fuir ou qu'agir. En fait, on est strictement incapable, aujourd'hui, à notre place, de dire quelle sera la réaction qu'on peut avoir dans des moments de stress intense comme celui-là. Je pense avoir été... intérieurement, j'ai été poussé à l'action, donc il a fallu poser l'acte de la volonté. Mais une fois que l'acte de la volonté est posé, en fait, là, c'est switch off. Le cerveau s'éteint. Il y a une réaction chimique que ma psychologue m'a expliqué après. C'est en fait situation de stress intense et le corps va mettre tous les curseurs des hormones qu'on peut avoir dans le corps à max, pour qu'on soit dans un état d'hypervigilance. Vous voyez, comme dans ces films d'action où quand l'action accélère, et bien en fait, le film fait des ralentis. Bah là, c'est un peu ce qui se passe. Il y a eu 6 minutes d'action entre les premiers 7 minutes d'action, je crois, entre les premiers coups de couteau et l'arrivée de la police et la neutralisation du gars. Et pour moi, ça paraît une demi-heure, quoi. Et donc j'ai décidé d'agir. J'avais 20 kilos sur le dos avec mon gros sac arrière, et 5 kilos avec mon sac que je portais à l'avant. Et donc je me saisis de cet ISPAC et je commence à poursuivre le gars. Mais en fait, je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai fait ça. Je peux pas vous dire. Je peux même plus vous raconter parce que c'est très flou dans ma tête. On a tendance à évacuer ce genre de souvenirs et d'ailleurs c'est tant mieux. Et voilà. Et je suis rejoint. Donc il gueule, moi aussi je gueule, et je suis rejoint dans l'action par beaucoup d'autres personnes, et je tiens à le dire, puisqu'ils ont été très peu médiatisés, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui ont réagi aussi, et c'est peut-être qui ont agi peut-être aussi plus intelligemment que moi, et notamment une dame qui a sauvé effectivement la vie de certains de ses enfants en faisant les bons points de compression au bon moment. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poursuivi le gars. À un moment, il se retourne, il essaye de me planter à mon tour, mais en fait, j'ai senti qu'il avait peur de moi et qu'il s'attaquait vraiment, qu'il n'allait s'attaquer que aux gens qui étaient sans défense, c'est-à-dire les enfants et les vieillards, puisqu'il a tapé, je crois, 5 enfants et 2 vieillards. Et je le poursuis, je lui mets des coups de sac, mais je le rate aussi. Et en fait, voilà, jusqu'à ce que la police arrive, tire et le neutralise. Voilà. Fin de l'action, hypoglycémie. Pouf, je m'éteins. Et donc là, c'est très impressionnant, vraiment, ce genre de moment, c'est très impressionnant. Il y a vraiment toute une grosse machine qui se met en place. Je pense que Richard, tu peux le confirmer, toi qui as fait partie de la maison, il y a des protocoles policiers qui sont extrêmement bien ficelés, qui se mettent en place. Tous les témoins sont récupérés, on est mis à l'écart, on n'a pas le droit de se parler entre nous, on n'a pas le droit de parler entre nous pour pas que les différentes versions des témoins s'influencent les unes les autres, etc. On est pris en charge aussi par une cellule psychologique de crise. D'ailleurs, ce qui est assez providentiel pour moi à ce moment-là, c'est que le SAMU donc, a une cellule de soutien psychologique de crise. Et il faut savoir que, il me semble, moi c'est ce qu'on m'a dit, que ces psychologues qui font partie de cette cellule de crise sont des bénévoles. Et ce jour-là, il y avait, je crois, une grosse quarantaine, si ce n'est 70, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais bénévoles psychologues faisant partie de cette cellule de crise qui était en formation à Annecy. Donc il y a eu presque autant de psychologues que de témoins dans cette histoire, mais c'est un clin d'œil du destin, on va dire. Et donc voilà, donc on est pris en charge. Les enfants sont évacués, hélico, machin, etc. Et moi, je suis emmené donc à la préfecture d'Annecy pour faire la déposition. Je suis considéré comme témoin principal, donc je fais 3h30 de déposition.
c'est très difficile, c'est un moment vraiment très difficile à vivre, puisqu'on ressort de l'action et il faut mentalement s'y replonger pour tout raconter dans le détail, seconde par seconde. Et les policiers qui vous font les questionnaires, ils sont pas là pour être gentils, mais ils sont pas là pour vous torturer, mais moi je l'ai un peu vécu comme une torture parce qu'ils posent vraiment des questions extrêmement précises sur ce qu'on a vu, enfin voilà, donc c'est très longue déposition. Je ressors de la préfecture, enfin libéré, après avoir pu discuter avec un psychologue. Il est 15h30. Je rentre chez mon oncle et ma tante, qui m'attendaient, et là, mon téléphone portable commence à vibrer vraiment toutes les 30 secondes. Et ça n'a pas arrêté pendant 3 jours, 3-4 jours, jusqu'à 4h du matin. En fait, j'étais au chômage, donc forcément, je sortais d'études, donc j'avais un profil LinkedIn public sur lequel est affiché mon numéro de téléphone. Normal. Et comme je m'étais lancé sur les réseaux sociaux à travers cette aventure, des gens, donc à partir de 15h30, la vidéo est sortie sur Twitter, des gens m'ont reconnu, ont balancé le lien vers mon compte Instagram, les journalistes ont fait le rapprochement, et donc j'ai été vraiment, je peux le dire, harcelé de messages, de SMS, d'appels par les journalistes qui voulaient absolument m'avoir. Moi, j'avais un peu travaillé dans la communication et le journalisme avant, donc je savais quelle était la machine médiatique qui se mettait en place et dans quelle situation j'allais me lancer si je commençais à accepter de témoigner, donc je ne voulais pas témoigner. Jusqu'à ce qu'en discutant avec des amis, en discutant avec mes parents, je me rends compte qu'en fait, peut-être que ma situation, là, ce jour-là, sur le paquet, n'était peut-être pas si anodine que ça. On peut croire au destin, on peut croire au hasard. Moi, je crois en la providence. Si on prend les choses avec un peu de recul, donc on a un demandeur d'asile syrien qui se prétend catholique, qui attaque ce qu'il y a de plus pur et d'innocent dans notre société, des enfants sans défense et des vieillards, soi-disant au nom du Christ. Et vous avez de l'autre côté un pèlerin catholique, pratiquant, qui essaye de vivre au jour le jour du message de l'Évangile et qui fait un grand tour de France des cathédrales. Donc je me suis dit peut-être que les choses ne sont pas si anodines que ça. Donc j'accepte de témoigner. Et c'est le message que j'aimerais vous faire passer ce soir, parce qu'on m'a beaucoup posé la question, et je ne veux pas être trop long, mais on m'a posé la question, Henri, comment tu as fait pour avoir le courage pour réagir qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là pourquoi tu n'as pas fui comme tout le monde ce genre de questions. Et moi, j'ai pas la réponse. La réponse, je pense que je peux la dire a posteriori, maintenant. C'est parce que j'ai été nourri pendant 2 mois et demi de la bonté des gens, du sourire des gens et de la beauté des cathédrales que je pense, sur le moment, le mal m'est devenu insupportable et que j'ai été intérieurement, très fortement poussé à l'action. C'est mon message ce soir. Pour redonner un peu de grandeur, de beauté au monde qui nous entoure, aux situations mauvaises qu'on peut avoir autour de nous, au boulot, dans nos familles, etc., fixons et nourrissons-nous de ce qu'il y a de plus beau et de plus grand, et peut-être qu'on redonnera un peu de grandeur à notre vie et à notre pays. Merci beaucoup.